Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bienvenue sur Fréquence 8. Donc, cette semaine, c'est en compagnie de Jérôme Charlet, qui est notre invité à l'honneur, pour nous faire partager un coup de cœur. Un coup de cœur qui est un conseil de lecture, puisque Jérôme est libraire, donc conseil de lecture, il sait les dispenser au quotidien. Donc, bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Donc c'est vrai que votre conseil de lecture qui est de Kenneth White cette semaine, La route bleue. Hier vous parliez de ces trois formes d'écriture qui a émaillé un petit peu toute l'œuvre de Kenneth White, oui. de cet auteur qui est le récit de voyage. Ici, c'est un récit de voyage, et à la fois où il y met beaucoup de poésie. Alors c'est haïku qu'il parsème comme ça tout au long de son livre, mais aussi toutes les références. C'est comme s'il venait visiter le Labrador avec dans sa besace tout un tas de références à des auteurs du XVIIIe, du Moyen-Âge, et il découvre aussi le Labrador avec ces auteurs-là, au travers le regard et la littérature de ces auteurs-là. Oui. Il y a plein de références. C'est les deux, en fait. Ce sont deux choses à la fois. C'est-à-dire que il vient confronter, donc, on le disait lundi, il vient confronter sa vision du Labrador enfant avec la vision du Labrador réel, mais il vient aussi confronter les connaissances intellectuelles du Labrador avec la réalité physique du Labrador. Et il vient donc avec ces éléments et il voit le monde aussi avec ça dans sa besace, mais aussi pour les titiller. Pas pour en faire un écran, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois, il vient avec toutes ses connaissances, mais à la fois, il vient de manière dépoussiérée. C'est-à-dire qu'il essaye de confronter ces visions de tous ces auteurs-là à la réalité du monde, et à la réalité du monde tel qu'il le vit, lui, au moment où il le vit. Oui, parce que là, lui, il est dans les années 70-80, oui, 80, alors que les auteurs qui l'amènent sont des auteurs d'une autre époque. Il a même un livre de Jacques Cartier, donc forcément que la vision de l'époque a évolué. Mais en même temps, ça lui permet d'avoir des repères, mais en même temps que ces repères ne fassent pas écran, encore une fois. C'est-à-dire que... Ou de montrer l'évolution aussi. De montrer l'évolution, mais de montrer aussi... ce qui ne change pas, éventuellement. De voir... Mais c'est ce que... Donc, on parlait hier ou avant-hier d'un auteur qui est très important pour Kenneth White, qui est Henry David Thoreau. Et Thoreau, donc, dans Walden, a décidé de se retirer du monde pendant 2 ans. Il a construit sa cabane près d'un étang et il voulait voir, en vivant vraiment, ce que c'était que la vie et comment ça marchait. Et il y a un peu cette idée-là aussi, c'est-à-dire que il a toutes ces connaissances-là, Kenneth White a toutes ces connaissances-là du Labrador, de l'histoire, il vient avec toutes ces références bibliographiques importantes. Mais en même temps, une fois ce chemin fait, ces connaissances bibliographiques, elles sont vécues. C'est-à-dire, c'est pas purement intellectuel. C'est pas purement de la
connaissance. Ou de la théorie. Ou de la théorie, voilà. Avoir une connaissance pointue sur la manière dont les Esquimaux de telle partie, etc., vivent, on peut lire des tonnes et des tonnes d'articles d'ethnographes très pointus, très intéressantes et très réelles. C'est pas la question. Mais là, il voulait à la fois avoir ces connaissances-là, mais aussi que ces connaissances soient des connaissances vécues. C'est-à-dire de les confronter à la vie. Et à la fois, quand il a une manière d'aborder les Indiens, puisque c'est vrai qu'il va passer de réserve en réserve, enfin, selon son parcours qui le mène comme ça. Et voilà, ses rencontres. Il rencontre quelqu'un. Ah, viens à un mariage. Bon, je viens au mariage. Et donc, il fait parler, comme je disais hier, il s'efface un petit peu derrière ses interlocuteurs. Il les laisse parler et à aucun moment il ne pose de jugement. Il ne ramène une réflexion de sa part. Quand les Indiens déplorent la modernisation de leur vie quelque part, ou ou la sédentarisation de leur vie, avec les conséquences que ça peut avoir, et pourquoi ils boivent, et pourquoi ils sont devenus plus gros, enfin... Il ne réagit pas par rapport à ça. Il n'apporte pas sa réflexion. Voilà, c'est un constat. À aucun moment... C'est pas un jugement. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de réflexion. Voilà, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal. Oui, oui. C'est de dire... c'est un état de fait, en fait. C'est un état de fait, et c'est de recevoir la réalité telle qu'elle est au moment où elle l'est. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne souhaite pas un changement dans un sens ou dans l'autre. C'est juste sur le moment tel que la chose est, et comment elle est vécue. L'accepter telle qu'elle est. L'accepter et comment elle est vécue par les premiers intéressés. Oui. C'est pas un regard, c'est pas le regard de l'écrivain. Voilà, disant, c'est pas un regard d'écrivain. Il faut faire ci et il faut faire ça. C'est ni un regard d'écrivain qui figerait justement ces personnes dans une posture ou dans une symbolique, mais c'est prendre l'autre, accepter l'autre dans tout ce qu'il est, et ne pas amener ses propres concepts pour l'enfermer dans nos propres concepts. Oui, ou en déduire ou en faire des déductions, enfin, vous voyez la modernisation, ce qu'elle a fait. À aucun moment il ne se pose en censeur ou quoi que ce soit. Voilà. Quoi. Comme on disait, il est toujours à côté. Oui, et ce n'est pas ce n'est ni une volonté de dire mais la modernité a permis ci ou ça, ou alors de dire il faut revenir à du primitif, etc. Non, c'est juste... ça me rappelle beaucoup aussi un auteur de la Beat Generation qui est Gary Snyder, qui est un des écrivains connus de la Beat Generation, mais parmi les connus, c'est un des moins connus. Parce que tout le monde connaît Kerouac, on connaît Allen Ginsberg, William Burroughs, on connaît un peu moins Gary Snyder, mais Gary Snyder avait un peu cette manière de voir les choses aussi, c'est-à-dire de voir, d'aller voir le monde et de ne pas le juger. C'est vrai que là, il est tout... Alors, c'est aussi... c'est un récit de voyage Enfin, on retrouve le récit de voyage, là. Oui. Parce que à chaque fois qu'il rencontre des Indiens, il leur donne la parole. Donc, on a une proximité avec eux. C'est tels qu'ils sont. Et c'est vraiment là le récit de voyage par excellence, quoi. Oui, mais oui, c'est vrai que il faut vraiment, c'est un point sur lequel il faut vraiment aussi revenir. C'est-à-dire que j'ai tendance là maintenant à parler un peu de l'arrière-cour de ce texte, c'est-à-dire de ce qui l'irrigue
mais il se passe des choses dans ce livre. C'est-à-dire que c'est vraiment un récit de voyage. C'est-à-dire que c'est vraiment le récit de rencontres, de voyages en bus, à pied, en train, etc. C'est-à-dire que on n'est pas sur ces essais, même si ces essais, enfin cette vision qui irrigue ces essais, irrigue aussi ces récits de voyage, on est quand même sur des récits de voyage. Mmh. Et les trois formes qu'il utilise, donc la poésie, l'essai et les récits de voyage, même si elles ont une unité, elles ont chacune leurs caractéristiques et leur manière de faire. Et c'est vrai que sur La Route bleue, si vous prenez La Route bleue et que vous lisez cet ouvrage, vous serez vraiment à le suivre dans son voyage. Mmh. Il se passe des choses, voilà, on est vraiment sur des événements. Voilà. Et à la fois, il y a beaucoup de poésie. Et à la fois, il y a beaucoup de poésie parce qu'il ne peut pas s'empêcher. Oui, c'est le naturel qui revient au galop. Et fondamentalement, c'est un poète. Mmh. Voilà. Oui, parce qu'il est décrit comme un poète. Oui, fondamentalement, c'est un poète. Et on retrouve ici... Donc, à nouveau, donc c'est pour ça que c'est une des figures tutélaires de Kenneth White, qui est Bachot, qui faisait des carnets de voyage et dans lesquels il laissait tomber des petits haïkus comme ça. Mmh. C'est-à-dire que... Et l'un des récits de voyage de Kenneth White, qui s'appelle « Les cygnes sauvages », il est sur les traces de Bachot, parce que Bachot... un peu âgé, avait décidé de se promener dans tout le Japon, à pied. Et il est tombé malade, il n'a pas pu finir son voyage. Et donc Kenneth White a dit, moi je vais reprendre le voyage de Bachot, mais moi je vais aller jusqu'au bout. Et on est sur cette vision-là dans ces récits de voyage, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit. Il se passe vraiment des choses. Il rencontre des gens, il raconte comment les choses se passent, etc. Et petit à petit, parfois, comme vous disiez, il y a des petites bulles d'oxygène que sont ces haïkus. Et puis, l'ouvrage se termine par un grand poème. Par un poème de 3-4 pages, où justement, il y a forcément, Kenneth White a une vision poétique. C'est un poète, mais qui emprunte aussi parfois d'autres formes. C'est vrai que là, c'est un récit de voyage qui peut se lire comme un roman. Totalement. Avec des dialogues, que c'est vraiment très interactif. C'est pas... le style, c'est pas le style direct, indirect. Enfin, c'est vraiment... C'est des dialogues, ça en fait... se lit comme un roman. Totalement. Et quelque part, c'en est quasi un. C'est-à-dire, c'est un récit de voyage, mais écrit a posteriori, même s'il a pris des notes, même s'il a tout ça. C'est un récit de voyage avec une unité, avec une manière de faire. Tout à fait. La seule différence, c'est que les personnages qu'il met dans son roman sont vrais, et qu'à aucun moment, il n'y a de fiction, puisque c'est... Il n'y a pas de fiction dans ce livre, c'est la différence, quoi. Mais ça se lit comme un roman, quoi. Totalement comme un roman. Donc voilà, La Route bleue de Kenneth White, ce poète écossais que Jérôme a bien voulu nous faire découvrir cette semaine. Donc conseil de lecture de Jérôme Charlet. Exactement. Merci, on a encore 2 jours à passer ensemble. Tant mieux. Donc on va encore vous parler de ce poète. En attendant, on laisse place à un petit peu de lecture, comme le veut le format de l'émission. Et on se retrouve demain. À demain. À demain. Kenneth White, La Route bleue. Nous y voilà donc, à la réserve de Pointe-Bleue. Je me dirige vers le centre communautaire. Là, j'apprends que le chef est en vacances en Suisse et que son second est parti chasser à Chibougamau. Pas gênant, ce ne sont pas les chefs que je veux voir, ce sont les chamans. Et peut-être devrais-je me contenter de chamans fantômes, ça je le sais. Voyant qu'il y a un musée dans le centre communautaire, je vais y faire une visite et recueille quelques informations sur le territoire montagnais, les techniques de chasse des Indiens et la façon de tanner la peau de caribou. Je suis un glouton du savoir.
Même si je ne dois jamais avoir l'occasion de tanner une peau de caribou de ma vie, je sais comment m'y prendre. Tu n'aurais pas un peu de graisse d'ours par hasard ? Après le musée, j'explore le village. Je passe devant le magasin de la baie d'Hudson et entre dans une boutique d'artisanat. C'est là que je rencontre John Robertson, qui a le statut d'Indien et dont le grand-père est venu de Glasgow travailler pour la compagnie de la baie d'Hudson, a épousé une Indienne et s'est fait Indien. Ça me fait plaisir de rencontrer un autre Écossais. Quand je dis à John Robertson que je vais vers le nord, il se met à parler des Naskapi. Selon lui, il serait un mélange d'Indiens et d'Esquimaux. Il me dit que je les trouverai à Shefferville, où ils ont été expédiés de Fort Chimo. Ils avaient crevé de faim des années durant quand le caribou avait déserté la région. Où sont-ils passés, tous ces caribous ? Mystère. Mais les Naskapi, eux, ils sont à Shefferville. Dans une autre boutique, un petit débit de boisson, je rencontre le fils de la maison, un grand gaillard bien bâti aux longs cheveux noirs qui veut se faire trappeur. Il va aller suivre les cours d'une école de chasse dans les bois derrière Dolbeau. Oui, il aime l'idée d'aller à la trappe. Il va écumer le coin avec un skido à la recherche de lynx. Ça paie bien. Nous parlons de ça quand le vieux Pépé descend. Il est allé au bois chaque année jusqu'à ses 70 ans. Il en a maintenant 85. Il jette un coup d'œil sur mon sac. « T'es un voyageur ? Ça doit être le fun de voyager. » Je lui dis qu'il doit avoir pas mal voyagé lui aussi en son temps. Être dans les bois, ça n'est pas voyager. C'est quoi voyager ? Prendre l'avion, voir du pays, tout ça. Vous voulez voir du pays ? Je veux voir des femmes. La mère nous a rejoints et les 3 générations sont réunies. Elle fait une remarque sur la fraîcheur du temps. Il ne fait pas une belle température, hein. Il neigeait déjà hier et ils sont tous enrhumés. On n'est pas assez costaud. C'est la nourriture, dit-elle. Elle achète un poulet de 8 livres au magasin, mais quand il est cuit, il n'en fait plus que 4. C'est rien que de l'eau et bourré de chimie. Pas bon. Et puis, ajoute-t-elle, ils ne prennent pas assez d'exercice, toujours collés à la télévision. T'es plus indien que nous. J'ai repris la route de Roberval quand j'entends derrière moi un bruit de pas et des petits rires. 3 petites filles d'une 12aine d'années. Je leur demande ce qu'elles pensent de Pointe Bleue. C'est le fun. Elles gloussent et parlent en montagnais, tout en me suivant de près. Comment dit-on au revoir en montagnais ? Encore des gloussements. Gnout. Eh bien, gnout. Gnout. Le froid devenait plus vif et le ciel était gris. Le soleil perdu là-haut comme une pièce de 10 cents. Je tourne autour, des contours de la terre, des contours de la terre. J'ai des ailes et je vole, j'ai des ailes et je vole. Ce chant de la danse des esprits me hantait. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.